Bonjour, je suis Pierre-Olivier et je vous invite à venir visiter l'exposition Aubagne et Luvonne au XXe entre terre et couleur, qui réunit 43 peintres, 400 tableaux et toute l'histoire de la terre à Aubagne depuis cette grande époque. Allons-y, suivez-moi avec grand plaisir. Ce magnifique jeune artiste qui nous a rejoint il y a quelques mois nous a symbolisé Aubagne à sa manière. Je t'en prie, Eddie. Merci. On m'en prie. Eh bien alors voilà, j'ai fait cette fresque de 30 carreaux en céramique dans mon atelier à Roquefort-la-Bédoule et aussi dans l'atelier de Pierre au Colombin. Donc j'ai voulu représenter Aubagne en faisant une allégorie de cette jeune aubagnaise avec un grand chapeau qui est dans un costume traditionnel. Elle est donc sous le garlaban, couronnée de chèvres, comme au temps des derniers chevriers, disait Pagnol. Donc il y a des chèvres sur son chapeau et tout autour de sa robe. Tout est recouvert de rameaux d'olivier, tout est recouvert de cigales, tout le monde chante, tout le monde s'aime, tout le monde vit et je voulais vraiment que ce soit une œuvre vivante et vibrante et j'ai été ravi de travailler sur cette œuvre pour Pierre et j'en retiens que du bon, c'était merveilleux. Alors prenez surtout et regardez avec beaucoup d'intérêt tout ce que ces cigales montrent, symbolisent et font. Il y a beaucoup d'animations dans ce tableau avec des représentations diverses. L'amour, le bobo, le ronron, etc. etc. Exactement. Voilà. Merci Eddie pour cette magnifique œuvre. Un plaisir Pierre. Donc pour signifier la ville et indiquer, montrer ce qu'elle était à cette époque-là, voici ici une aquarelle qui représente ce qu'était la ville à la fin 19e et 20e siècle avec ses 50 usines dressées et ses 110 cheminées dressées. En deux mots simplement, l'argile à notre époque a commencé en 1531 avec l'arrivée de Bruno Catani, un Italien arrivé des Alpes, du contrefort des Alpes, et qui en 1531 est venu découvrir la terre Aubagne et dit « Quelle belle terre, je vais pouvoir faire de beaux produits ». L'histoire de la terre est en même temps liée très fortement à l'histoire tout court, à l'histoire de la révolution industrielle, à l'histoire de la révolution technique mais aussi artistique, avec tous ces mouvements qui succèdent depuis le début du 19e siècle jusqu'au milieu de notre 20e siècle. Comment fait-on des objets en terre à Aubagne? La terre d'Aubagne est argileuse et de couleur rouge à cause des métaux ferreux qui sont à l'intérieur. Donc cette terre, en deux petits mots, cette terre est ramassée partout dans la vallée de l'Uvonne et va être stockée pour la production dans des petits ateliers qu'on a toujours appelés des usines et qui se décomposent de façon très simple avec une zone de bassin de stockage, une zone de bassin de déliage, des bassins de décantation, des pourrissoirs pour rendre cette terre parfaitement malléable et utilisable, et ensuite le tour, ou bien le tréfiloir, ou bien simplement le moule qui va permettre de façonner ces objets que l'on va devoir ensuite faire cuire. Alors, deux types d'usines, parce que même les petits ateliers, on les appelle des usines. On part à l'usine le matin et on va travailler dans deux types d'usines. La première usine, c'est l'usine masse, c'est-à-dire des petits volumes qui ont été constitués en fonction du besoin de la fabrication et des commandes. Donc premier élément. Le deuxième élément, ce sont les usines Bastide, avec une différence qui est essentielle dans la forme et la productivité possible. Lorsque les produits étaient prêts et séchés à l'intérieur ou à l'extérieur, on les cuisait. Donc il y avait, au début de cette époque-là de la terre Aubagne, on cuisait au feu de bois. C'était un feu à four discontinu, avec l'alandier dans lequel on met le bois, la sole sur laquelle on pose les produits, le feu à flamme directe qui traverse et qui s'envole au-delà grâce aux cheminées, ou le feu à flamme renversée, ou le four à feu encastré dans le sol, tels que sont les fours de la grande usine de Saint-Zacharie que nous avons visité pendant ce mois d'octobre. La première époque véritablement de la fabrication de céramique à Aubagne commence dans les années 1800
1818, il y a 20 usines de fabrication de céramique à Aubagne, de deux types de céramique. La céramique architecturale, tout ce qui permet de construire des bâtiments, et la céramique décorative avec, entre autres, une spécialité d'Aubagne, la faïencerie. Voilà. Nous avons, à la fin du 19e siècle, 52 usines couronnées de 110 cheminées de hauteur variable entre 15, 20, 25, 28 mètres de hauteur. Nous sommes à un passage important de fabrication entre l'artisanat et l'industrie, le côté industriel. Donc nous sommes au passage des années fin 19e, début 20e siècle, avec ici la représentation de l'usine Bastide, qui est une usine finie, faite pour fabriquer, avec 300, 400, 500 ouvriers, des millions de tonnes de produits de céramique architecturale, mais aussi de céramique décorative que l'on va expédier dans le monde. Aubagne, à cette époque-là, est capitale mondiale de l'industrie de la céramique. Voilà. Et ici, surtout, la révolution à cette époque-là, c'est le passage du four à feu de bois au four à feu continu, avec l'invention par Hofmann du four à feu continu que vous avez ici, constitué de chambres dans lesquelles on met le feu, et ce feu se propage d'une chambre à l'autre à feu continu. Dans cette industrialisation, il y a un phénomène particulier qui concerne l'usine que l'on appelle Procéram, qui en fait est SFA, SNFP, Procéram, sous la conduite de M. Jacques Bourdillon, qui est un ingénieur de très haute qualité et qui va transformer un petit peu ses produits en allant chercher de la terre du côté de Limoges pour avoir du kaolin pur et venir fabriquer des produits d'une extrême qualité qu'on appelle la faïencerie fine, qui est une faïencerie qui est cuite en une seule fois à 1300 degrés et qui va décorer, entre autres, quasiment dans le monde entier, et en particulier à Paris, dans le métro, tous les carreaux des couloirs du métro, mais aussi les paquebots de Normandie, le France, tous ces paquebots étaient équipés par les produits que fabriquait l'usine Procéram, qui a vécu 70 ans à Aubagne, avec de magnifiques produits. Procéram est tout près du centre-ville. D'ailleurs, toutes les usines sont près du centre-ville, et Procéram en particulier est tout près du cours Voltaire, le cours du marché, le cours des foires. Et on dit que cette usine est dans la ville, que les jardins sont dans l'usine et l'usine dans les jardins, pour montrer que la ville est en autarcie totale, qu'on peut vivre et travailler dans la ville sans qu'il y ait de distinction entre le lieu d'habitat et le lieu de travail. Voilà, ça c'est un phénomène particulier. Alors ne disons pas que la vie est idyllique à Aubagne à ce moment-là, mais qu'il y a en tout cas une osmose entre le travail et l'habitat. Un phénomène très intéressant à Aubagne qui indique encore dans quel esprit et dans quelle image nous étions à Aubagne, avec en particulier les fresques des frères Boca qui viennent de s'installer dans les années 1880 et qui vont vivre à Aubagne de leur art jusqu'à peu près aux alentours des années 1920. Et ces frères Boca sont des Italiens, comme de nombreux ouvriers à Aubagne qui sont venus rejoindre les Aubagnais, les frères Boca, et qui vont être des spécialistes du cloisonné, un art de la décoration des carreaux par le cloisonné que l'on voit ici, et qui vont illustrer toute la ville avec de magnifiques fresques telle celle-là, qui est une fresque de l'époque de l'art nouveau, un art fleuri, un art gracieux, un art qui correspond à l'époque de l'hygiénisme, qui correspond à l'époque aussi de l'impressionnisme, où l'on voit tous ces personnages et ces tableaux avec une représentation de la céramique qui est très particulière et avec des émaux d'une extrême qualité. Bariel est la représentation même de l'efficacité commerciale.
Bariel, c'est une usine qui commence au tout début, dans les années 1850 à peu près. La famille Bariel va toujours se développer dans cette usine-là, qui est une usine qui est au quartier du Rosier, autour du Trou du Merlat, dans une usine qui est mi-Masse, mi-Bastide, et jusqu'en 1991, la famille Bariel, dont les derniers, les frères Bariel, vont fabriquer des produits qu'ils vont distribuer par l'intermédiaire de SGTM et qui vont aussi faire de magnifiques produits de céramique décorée de faïencerie. Donc jusqu'à présent, nous avons visité des usines qui ont totalement disparu et qui ne nous laissent plus aucun souvenir ni aucun symbole de ce que étaient ces usines et ce travail au quotidien. Nous arrivons ici à l'usine Isnard. L'usine Isnard, c'est un phénomène particulier. Ils viennent me voir en 2007 en disant « jetons tout cela et faisons un centre commercial ». Je dis non, par pitié, conservons au moins la cheminée, les fours et le bâti de l'usine qui est construit avec les pierres prises dans le contrefort du Garaban et qui sont d'un appareillage qui est particulier et significatif de l'architecture et de la représentation d'Aubagne. Et donc, on conserve la cheminée et on va bâtir notre centre commercial autour de cette cheminée, ce qui permet aux Isnards de survivre et de revivre et de signifier justement ce centre commercial qui s'appelle le centre commercial de la cheminée Isnard 1910. Mais à travers ce propos, ce que je vais vous montrer, c'est comment dans ce panneau, on fabrique une cheminée au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle. Voilà. Donc c'est un travail très précis, fait essentiellement par des maçons italiens. Et vous avez ici la méthode que l'on a essayé de réinventer pour savoir comment ces cheminées étaient construites. Et vous allez voir quelque chose de très intéressant. C'est la destruction en 1981 de la cheminée de l'usine Procéram. Tous les ouvriers étaient devant et pleuraient cette destruction après avoir vécu 70 ans dans cette usine, y avoir travaillé, y avoir produit, l'avoir aimé au point que pour eux, M. Bourdillon était véritablement un chef et largement au-delà. Et tout ça a disparu et n'existe plus, évidemment, dans Aubagne. Ici, nous sommes dans quelque chose qu'on va pouvoir appeler peut-être la résurrection de la terre, de la céramique, parce qu'en fait, jusqu'à présent, tout ce que nous avons présenté, toutes ces usines sont mortes. Il n'y a plus de vie, sauf quelques symboles qui les perpétuent. Mais ici, nous rentrons dans l'usine Sicard. Alors, Sicard, c'est un phénomène particulier qui a été mis en valeur par Louis Sicard, qui est un artiste qui naît au milieu du 19e siècle et qui est un artiste complet, qui est céramiste, qui est tourneur exceptionnel, qui est modeleur exceptionnel, qui est chimiste exceptionnel et qui va prendre une grande importance et une grande reconnaissance dans l'art de la céramique. Louis Sicard, 1995, invente sur une commande la cigale branchée qui plaît tellement à Mistral qui lui donne le titre Lusule ou mi fa canta. Et cette cigale va proliférer dans tous les coins de la Provence et largement au-delà. Alors, quel est le phénomène intéressant et qui a permis d'aller au-delà dans cette exposition? C'est le phénomène de la relation ou de la magie, de la révélation, de la couleur par la cuisson des émaux. Repartons de Théo, qui est le fils de Louis Sicard et qui va amener avec lui d'autres jeunes gens qui ont envie, comme lui d'ailleurs, d'être peintres, décorateurs et qui ont envie de s'exprimer par l'art tout en étant des gens qui ont une nécessité de travailler pour vivre. Donc ça, c'est un phénomène qui est particulier.
Théo ouvre l'usine Sicard à tous ces jeunes gens et vont tous ensemble vont apprendre cette relation entre la couleur et la peinture qu'ils vont aller découvrir dans la nature en partant tous ensemble pour aller exprimer des paysages de façon figurative. Et donc c'est cet exercice intellectuel qui est très intéressant, c'est-à-dire apprendre la chimie de la couleur pour ensuite la reproduire naturellement à travers des paysages qu'ils vont découvrir dans notre belle Provence et tout près de chez nous d'ailleurs. Les premiers jeunes gens, jeunes artistes qui se réunissent autour de Théo sont, donc je vous l'ai dit, ouvriers entre guillemets, parce qu'ils ont tous besoin d'un travail pour faire bouillir la marmite, parce qu'ils ne vivent pas de leur art qui les intéresse tant au deuxième degré. Et donc tous ces jeunes gens qui travaillent, on les appelle des peintres ouvriers. Comme tous ces jeunes gens n'ont qu'une envie, c'est de se retrouver le soir après leur travail pour partir dans la nature, poser leurs fesses dans l'herbe et s'exprimer à travers des tableaux figuratifs. On les appelle non seulement des peintres ouvriers, mais également, même si c'est un terme qui est à peu près un peu approximatif, des peintres cul dans l'herbe pour montrer qu'ils sont dans la nature. Et comme ils sont tous autour de Théo qui, lui, a fabriqué une représentation particulière qui est le santon et le ravi qui symbolise au bagne, ils sont donc ils sont autant ouvriers que cul dans l'herbe, mais ravis de l'être. La démonstration de ce qu'était cette peinture réfléchie par la révélation de la couleur, par la magie du feu. Voilà, ici, Théo Sicard part dans la nature, il va prendre des tubes à l'huile, et puis il va faire un croquis extrêmement rapide, et il va se contenter d'indiquer comment étaient représentées les couleurs. Par exemple, ici, la montagne, on sait qu'elle est outre-mer, plus émeraude, plus lac rouge. Il lui suffit de faire ça, les fesses posées dans l'herbe, revenir dans son atelier et faire cette peinture au-dessus de façon directe avec simplement la composition des tubes de couleur. Nous sommes dans le réveil ou dans la continuité de la céramique par Louis Sicard, Théo Sicard qui décède en 1970, Georges, son frère, n'est plus là non plus, et donc personne ne veut que cette usine qui a eu tant de succès, qui a permis tant de révélations, disparaisse. Et Georges Sicard, le frère de Théo, va vendre à un couple d'amis, Raymond Ami justement, et sa femme Sylvette, avec certainement un accord de continuité, un engagement qui a fait que cette usine, depuis 1972 et donc depuis 52 ans, continue à fabriquer dans le même état d'esprit, avec les mêmes produits, les mêmes références, mais en retrouvant des symbolismes et en même temps en retrouvant des continuités et des transformations. L'usine Ravel est une continuité, une révélation et un élément qui transcende complètement et qui transforme et qui donne une nouvelle image de ce que pouvait être, ce qu'aurait pu être et ce que devrait être la céramique à Aubagne dans sa continuité. Donc la famille Ravel de Croix a permis de remettre en route et de magnifier cette époque de la Terre. Imaginons simplement qu'à Aubagne, sur les 52 usines que nous avions jusque dans les années 40, jusqu'à l'avant-guerre, même s'il n'y en avait plus 52, mais que simplement 10 usines aient pris cette voie et continué et nous ait permis de continuer à signifier cette ville de cette façon aussi remarquable. C'est de la grande couture de l'usine Ravel. Voilà. Par exemple, lorsqu'on pénètre dans l'usine Ravel, on entre dans un état d'esprit et on en sort avec un état d'esprit totalement transformé
et je répète tous les jours, transcender. Quand on entre, on est dans un esprit, quand on en sort, on est dans un nouvel esprit et dans un passé qui, en fait, nous rajeunit et nous projette vers l'avenir. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc simplement, quand on entre dans l'usine et qu'on visite, on déambule à l'intérieur et l'artisan et non l'ouvrier nous accompagne à la découverte de cette usine. L'odeur, la matière, la poussière en suspension, l'esprit en suspension, la scénographie et l'architecture. Et tout ça à travers une famille qui est la famille de Jacques Ravel maintenant, avec ses deux filles qui ont pris la suite, que sont Julie et Marion, et qui nous ont donné un habillage de cette usine qui est absolument fantastique et remarquable, avec une architecture mise en valeur et avec de véritables décors et des produits mis en situation. Merci les familles Ravel d'exister et de nous amener dans ce monde. Avec aujourd'hui, nous sommes la plus belle poterie du monde. Nous sommes fin 19e, début 20e, et ces 2 siècles-là, on pourrait presque dire qu'ils ont été un peu machistes, ces siècles-là. On a beaucoup utilisé la femme, on ne l'a pas souvent déclarée, mais on l'a beaucoup fait travailler. Et donc nous avons tenu à honorer et à représenter les femmes qui ont marqué cette époque-là. Et donc, entre autres, ce qui ont marqué cette époque-là, c'est Thérèse Neveu, qui n'est autre que la sœur de Louis Sicard, et qui va représenter à travers son art du santon les personnages remarquables d'Aubagne. Voilà. Et donc, cette Thérèse Neveu, avec son mari, a façonné des santons qui sont remarquables au niveau de la sculpture et en même temps remarquables parce que ils ressemblent, tous ces santons ressemblent à des personnages aubagnais. Grande aventure avec les sœurs Gastine, qui sont 2 sœurs de véritables artistes et qui vont développer à travers cette époque-là aussi un art nouveau qui ensuite va devenir de l'art déco, très représentatif, très féminin comme décor. Et ces sœurs Gastine, on est en train de les redécouvrir et nous tenons absolument à les mettre en évidence. Et nous allons continuer d'ailleurs à trouver des éléments qui les représentent. Partons promener avec nos jeunes peintres qui allaient représenter la nature ensemble. Alors, 2 éléments importants. Il y a ces jeunes peintres qui sont tous au même niveau, c'est-à-dire ils ont le même âge, les mêmes envies et les mêmes désirs d'aller s'installer dans la nature pour la représenter. Donc tous ces jeunes peintres-là partent et vont s'installer dans des lieux qu'ils adorent et qu'ils veulent absolument, dont entre autres Saint-Jean-de-Gardier, qui est tout près d'Aubagne, que tout le monde connaît dans la région, et qui vont être représentés ici par Santiage, ici par Pierre-Clotte, ici par Carmy. Deuxième aspect de la relation de ces peintres, c'est en dehors de la relation des peintres entre eux à un niveau horizontal, où chacun part dans la nature s'exprimer, se confronte ensuite, survient un phénomène qui est le phénomène des disciples. Disciples, c'est un terme un peu particulier, mais qui lie de jeunes artistes qui arrivent dans la suite, dans les années 40, dont je fais partie, et qui vont justement rejoindre ces peintres fondateurs et qui vont, avec eux, aller dans la nature, les suivre et perpétuer ce mouvement de peintre cul ou fesses dans l'herbe. Exemple ici, où nous avons le même jour, à la même heure, du même point de vue, avec le même paysage, 2 peintres, un qui est Sieille, qui est un peintre fondateur, et un de ses jeunes disciples au-dessus, qui n'est autre que Morfin, qui, tenez-vous bien, n'a appris la peinture après avoir été pendant 60 ans paysan, qui a toujours eu envie de peindre,
sa femme lui offre une boîte de peinture ou ses enfants à sa retraite, il se met à peindre et en peu de temps, regardez dans quelle qualité de peinture il va rentrer. Les jeunes gens se déplacent et vont découvrir la nature à travers la peinture. Ils vont exprimer au cours des saisons, chacun à sa façon, avec son tempérament et son expression de peintre, comment représenter des coquelicots de diverses façons, des coquelicots, des lavandes, des couleurs. Voilà. Et tout ça ici, en traversant les lieux, les pays, les lieux qu'ils aiment. Et ils en arrivent aussi à tous exprimer la même chose, dont, entre autres, un point essentiel d'Aubagne, qui est évidemment le Garlaban, et que l'on va représenter très souvent sous forme de silhouette. C'est ce qu'on appelle la représentation par le silhouettage. Donc vous voyez ici comment Yvan représente le Garlaban à sa façon, comment le Garlaban est ici représenté aussi de façon même un peu déformée. Phénomène révélateur et important, c'est lorsque nous avons découvert tous ces peintres, nous avons découvert aussi que tous peignaient des virages. Le virage était un des éléments essentiels de composition de leur tableau et nous nous sommes posé la question, pourquoi partaient-ils tous donc peindre des virages dans la nature? Et l'idée faisant son chemin, nous nous sommes permis d'interroger des psychiatres qui nous ont fait le mouvement du berceau, du nid protecteur dans lequel le bébé tête dort et grandit, et un beau jour, ce berceau ne lui suffit plus, il a besoin de liberté. Et bien tout simplement, le virage pour l'artiste, pour tous ces jeunes gens, artistes peintres, c'était le moment de liberté, et qu'en fait ce berceau, c'était le lieu nourricier, comme le travail qui durait 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour, et ensuite le soir, ils se libéraient, ils sautaient au-dessus de leur travail, et ils partaient avec leur moto, leur monégoyon, leurs 4 chevaux, courir la campagne et s'installer pour représenter la nature. Le même jour, du même lieu, du même point de vue, deux façons de représenter la nature. Et le virage commence, il s'interrompt, un relief. L'esprit continue et poursuit la route et donne du temps et de la profondeur au tableau. Le virage se retrouve et va encore se dissimuler derrière le relief. Eh bien, le peintre va utiliser cette méthode-là pour donner de la profondeur, de la réflexion au tableau et pour créer des plans perspectifs et pour donner de la profondeur à son tableau. Donc c'est autant un moyen de libération, de liberté dans la nature qu'un moyen d'expression de peinture et de plan perspective pour donner de la profondeur. Il ne faut pas oublier que ce ne sont que des peintres représentatifs et figuratifs et non pas des peintres abstraits. Et ça, c'est très important dans le comportement du peintre et de son expression. Nous voilà arrivés sur la place de la Platane. Moment de repos, d'ailleurs, vous voyez, je prends la position du repos, parce que on s'est dit que tout ce trajet pour visiter l'expo allait prendre du temps et qu'il fallait qu'on ait un moment de repos, de transition, où on va pouvoir se placer, réfléchir, se reposer un petit peu et découvrir ce qu'était une place à cette époque-là. Donc pourquoi la Platane? Tout simplement parce que en provençal, c'était la platane et on venait s'y installer pour prendre du repos à la fraîcheur sous les arbres. Mais on en a profité aussi pour que ce platane soit un moment de symbole de fraîcheur et on s'est dit que tous ceux qui auraient visité l'exposition pourraient prendre un petit instant de leur temps pour venir écrire sur des feuilles symboliques de platane une pensée, qu'elle soit poétique, qu'elle soit expressive, qu'elle soit à la limite insultante si l'expo ne plaisait pas, qu'on allait mettre ces mots dans ce panier et qu'ensuite le soir nous allons les pendre. Et l'objectif c'était que
ce platane qui était vide le premier jour de l'expo soit plein à la fin de l'exposition. C'est ce qui est quasiment le cas. Et nous allons, demain soir, jeudi soir, récupérer ces feuilles, les lire, les répertorier et certainement sortir un petit recueil de toutes ces pensées certainement très profondes que nous allons découvrir. Nous ne pouvons pas parler de la vallée de l'Yvonne sans parler, et de l'art de la vallée de l'Yvonne entre céramique et couleur, sans parler de l'Yvonne elle-même qui est un fleuve côtier avec énormément d'intérêt et qui est un fleuve nourricier à plusieurs points de vue. Alors, on l'a abordé suivant deux formes. Une forme technique, puisqu'il y a une nécessité de parler de technique, puisqu'on est dans un monde qui évolue et dans lequel il faut que l'Yvonne reprenne sa véritable place. Et d'une façon un peu plus poétique aussi. L'Yvonne symbolique, en dehors de l'Yvonne technique, c'est l'histoire de Marie-Madeleine, pêcheresse, qui rejoint, après divers aléas, qui vient rejoindre, qui s'installe dans la grotte au pied de la Sainte-Baume et qui va pleurer et qui va donner naissance au fleuve de l'Yvonne. Voilà, ici nous parlons de la ripisylve. On ne peut pas parler de l'Yvonne, ripisylve, ripi égale rive et sylve, forêt. Donc c'est toute la spontanéité de la végétation qui se développe autour de l'Yvonne. Et dans ce bouquin, nous avons indiqué toutes les espèces qui poussent et les risques que représente cette ripisylve à travers 70 pages, écrites par Christian Olivier, qui est un spécialiste de l'Yvonne et qui nous a rejoints et qui nous a prêté toute son œuvre. Parlons de l'Yvonne, l'Yvonne amoureuse. C'est là que l'Yvonne fleuve devient rivière. Quand on tutoie l'Yvonne, on peut l'appeler rivière et la rendre plus féminine. Le pont des Amoureux, qui se trouve derrière le pont de la Californie, qui enjambe l'Yvonne pour nous amener. Le 14 février, n'hésitez pas, un petit brin de mimosa, vous emmenez votre amoureux ou amoureuse et vous le lui offrez. Et voilà. Saviez-vous qu'on faisait la fête sur l'Yvonne à Roquevert, à Auriol? On a organisé des joutes, on a même organisé des ovnis, des objets flottants non identifiés avec de jolis dessins. Petit garçon de 6 ans qui a fait pour sa grand-mère ce dessin que nous avons mis ici. L'Yvonne nourricière, par ses béales qui permettaient de distribuer l'eau sur les courbes de niveau, et avec des martelières, on ouvrait l'eau qui circulait dans les béales, dans ces caniveaux, pour arroser toute la plaine de l'Yvonne et pouvoir faire pousser les végétaux, les arbres, les fruits, les plantes, etc. Et en même temps, toute l'herbe et toutes les graines de la région, de la vallée, qui permettaient d'élever des cochons et de faire de la charcuterie chez Albania, très renommée. Les lavandières qui utilisaient des lavoirs et qui venaient laver leur linge le long de l'Yvonne. Donc il y avait ici des lavandières qui lavaient le linge, qui blanchissaient le linge et quelquefois qui noircissaient un petit peu leur réputation. Il ne fallait pas être absent ce jour-là. L'Yvonne a subi de nombreux assauts et en particulier énormément de pollution. Avec toutes les tanneries, les papeteries, les savonneries, les poudreries et les cimenteries l'Yvonne était un exutoire. On rejetait tout dedans sans prendre aucune précaution. Au XVIIe, XVIe, XVIIe siècle, c'était un véritable égout, c'était un déversoir. Et l'Yvonne a été mise en grande difficulté sans être respectée à cette époque-là. Même au XXe siècle, l'Yvonne n'a été que très peu respectée. Et c'est pour ça que les lavandières ont intenté des procès aux industriels, qu'elles ont gagné d'ailleurs. Et l'Yvonne, on appelle ce panneau l'Yvonne en couleur, parce qu'il y avait une usine couleur SA Paris qui se trouvait derrière le Procéran et qui tous les soirs déversait la totalité de ces cuves dans l'Yvonne. Il donnait ces couleurs à l'Yvonne.
Donc vous voyez la couleur que le linge pouvait avoir. L'Yvonne a été en couleur. Elle n'aimait pas peut-être toutes ces couleurs, si bien qu'à des moments, elle s'est mise en colère. Bon, c'est un aspect un peu poétique, la réalité est un peu plus dramatique. 1978, nous sommes complètement envahis et noyés par l'Yvonne qui détruit tout sur son passage. Mais ça a été très successif. Il y a eu de nombreuses crues de l'Yvonne et de nombreuses inondations. En réaction à ce phénomène, on a anthropisé l'Yvonne, c'est-à-dire qu'on l'a aménagée au service de l'homme de manière à essayer de la réguler, de la rendre plus sage et de l'utiliser pour non seulement l'irrigation, mais aussi pour tout ce qui était des besoins, des nécessités de régulation à l'intérieur des villes. On a utilisé aussi la force motrice de l'Yvonne, ça c'était évident. Sachez que le long de l'Yvonne, il y a depuis Saint-Zacharie jusqu'à Marseille 60 moulins qui ont été utilisés, qui ont utilisé la force motrice de l'Yvonne avec des moulins à farine, des moulins à huile, des filatures, des foulons, des moulins à tanne, des tanneries, des cimenteries, des marbreries. Donc tout ça a été pendant un siècle et demi utilisé et continue très peu d'ailleurs à être utilisé. L'Yvonne a été enjambée et couverte. On a récupéré de la surface et de l'espace pour la ville sur l'Yvonne. Et donc on a, depuis des années, depuis 1900, on a couvert l'Yvonne. Le problème de la couverture de l'Yvonne, depuis à Aubagne, je parle à Aubagne, depuis la porte du millénaire jusqu'à la sortie après le jeu de boules et l'espace des libertés, fait 600 mètres, 597 ou 98 mètres de longueur. Ce qui veut dire qu'on a créé une véritable rupture, aussi bien pour la faune que pour la flore. C'est-à-dire que là-dessous, il ne se passe plus rien. Donc on crée des ruptures qui sont très néfastes pour la propagation des espèces, aussi bien animales que végétales. De nos jours, on est dans une culture totalement différente. L'objectif est de découvrir l'Yvonne et de rendre à ses rives leur valeur, leur gaieté et leurs moyens de s'y promener dessus. Et vous avez juste derrière ce que va devenir la reconquête de l'Yvonne avec l'aménagement de ses rives. Ici, c'est le projet qui va être développé dans les jardins Coder entre Saint-Marcel et la Val-Barrel et qui devrait être inauguré en mai 2025. Ici, mon copain Louis Chabot, qui est né en 1941 en Aubagne et qui... Alors, juste une petite formule. Louis disait toujours, je suis né dans le ruisseau, il m'a fallu des années pour monter sur le trottoir, pour représenter sa jeunesse difficile, délicate et un peu malheureuse à Aubagne. Louis a pris des ailes très rapidement, il était un peu saltimbanque, il était très particulier, et il est parti courir le monde à la découverte de lui-même et de son art et de sa peinture. Il est devenu rapidement, ça a pris du temps, devenu un artiste singulier, connu et reconnu. Et nous avons ici, très symboliste et en même temps très critique sur la société. Donc, vous voyez ici comment fabriquer une ville avec des garçons de café en allant transporter des parties de ville sur des plateaux de service. Donc ici, deuxième alvéole de peintre singulier. Alors, sans qu'ils soient véritablement singuliers, ils sont quand même figuratifs, mais avec des expressions particulières. Donc ici, nous avons Dominique Lec, qui est un Corse qui est venu sur la fin de ses jours à Aubagne et que nous tenions à honorer parce qu'il a une peinture qui est de la peinture qui faisait partie du piano avec Ambrogène et toute l'équipe. Et donc, il y a une expression assez particulière. Donc, Francis Rimbaud, qui est un peintre un peu mystérieux, en tout cas pour ce qui me concerne, qui a vécu au XXe siècle à Aubagne,
mais qui s'est toujours retourné sur le passé, sur l'expression. Il faudrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse de sa peinture pour savoir en retirer l'intérêt et la quintessence. Enfin, l'artiste Sari, Arsène Sari, qui est un peintre connu, reconnu, né en 1895, mort en 1995, c'est-à-dire qu'il a traversé tout le XXe siècle, sans trop s'associer aux peintres. En fait, il était parisien, il venait du Nord, il s'est installé en Provence, et il a peint la Provence qu'il a aimé, qu'il a adoré, mais il était plutôt privé et il ne peignait que très peu avec les autres. Voilà. Et il avait un art particulier, singulier. Par exemple, il commençait ses tableaux par peindre les racines des arbres parce qu'il considérait que la nature se révélait par le sous-sol et grandissait par le sous-sol. Et lorsqu'il avait fini de peindre ces arbres, il recouvrait de terre et de végétation. Et nous voilà arrivés avec l'artiste génial. Il est en même temps peintre, sculpteur, céramiste, couturier et quoi d'autre encore. Ben, venez le découvrir dans son atelier, venez le découvrir avec nous, avec toutes ses œuvres, les Frères Lumière, les Poulides du Garlaban, ici le couple qui s'envole vers un bel avenir, on l'espère en tout cas pour eux, ici avec la rascasse qui fait la bèbe. Elle fait la bèbe pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est malheureuse quand on veut la caresser de nous piquer. Et puis ici nous avons le soleil me fait chanter avec une magnifique cigale installée comme une pin-up, évidemment, on la voit. Ici, tout le monde a envie d'avoir une telle salopette pour développer et faire et nettoyer ou faire grandir son jardin. Voilà, autant d'art lyrique. Allez, on peut parler de lyrisme avec ce garçon. Et puis, ses compositions avec ses récupérations de matériaux de toutes sortes qui sont absolument extraordinaires et qui nous a gratifié du bel objet, de la belle sculpture que nous avons à l'entrée. Alors, on me demande de dire un petit mot de fin. Eh bien, il n'y aura pas de fin. Cette fin momentanée n'est qu'un début pour repartir et pour essayer d'aller un peu plus loin. Et on va essayer de prouver que notre jeunesse va nous permettre d'aller plus loin. Allez, viens me rejoindre, cher partenaire, qui nous a tant aidés et qui nous a permis, entre autres, d'aller jusqu'à ce moment-là. Et puis nous allons repartir et grandir encore. Et merci à toi.